say yes, no, anything. He must have taught you yes or no in some language. Parlez-vous français? Non, non, pas français. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de la séquence à part que nous allons consacrer cette fois-ci à The Search, Les Anges Marqués en français, réalisé par Fred Zinman, écrit par Richard Schweizer et plusieurs autres collaborateurs non crédités, qui sortira sur les écrans en 1948. A noter que Michel Hazanavicius en réalisera un remake du même titre, très séduisant, qui est passé à nos yeux assez inaperçu lors de sa sortie en 2014. L'histoire du film original se passe juste après la fin de la guerre en Allemagne, où les forces alliées sont encore sur place pour gérer toutes les affaires importantes, notamment concernant la sécurité et la remise en ordre du pays. Ici, nous nous plongeons dans l'UNRRA, l'Administration des Nations Unies pour le Secours et la Reconstruction, un organisme capital qui était chargé d'entreprendre donc cette réorganisation de l'Europe, avec une unité particulière, celle de récupérer les jeunes enfants rescapés des camps de concentration de travaux forcés, la plupart orphelins, pour les soigner, et les aider à trouver leur famille ou un logement pour qu'ils puissent continuer à vivre le plus normalement possible. Parmi ces jeunes victimes, l'histoire se concentre sur un petit garçon mutique tchèque de 9 ans, Karel Malik, Ivan Rendel, rescapé d'Auschwitz. Son père et sa grande sœur ont été assassinés par les nazis, et sa mère était avec lui dans le camp jusqu'à une séparation forcée. Par peur et incompréhension, il réussit à s'échapper de l'UNRRA et rencontre dans son péril un jeune ingénieur militaire américain, Ralph Stevenson, incarné magnifiquement par la révélation Montgomery Clift, dans son premier rôle de cinéma qui poursuivra ses lancers la même année avec le superbe Red River, la rivière rouge en français de Howard Hawks, avec John Wayne en tête d'affiche. La rencontre entre ces deux personnages va amener le militaire à prendre en charge l'enfant, à le rééduquer, lui apprendre l'anglais et aider à trouver sa mère. Parallèlement, cette dernière fait tout pour retrouver son fils, qui est le seul membre de sa famille qui lui reste. Les films d'après-guerre post-1944-1945, qui racontent cette période de l'histoire si particulière, sont assez nombreux. On peut noter la vague italienne du néoréalisme qui a bouleversé l'histoire du cinéma, notamment avec les films de Roberto Rossellini, tels que Roma città aperta, Rome ville ouverte, 1945, Paisa, 1946, ou encore Germaniano Zero, Allemagne Zero, 1948, dont il partage certains moments assez ressemblants avec le film de Zinman sorti la même année, dans les productions britanniques, avec The Third Man, le troisième homme, 1949, de Carol Reed. En France, nous pouvions voir Bataille du Rail, 1946, de René Clément. Aux États-Unis, ce chef-d'œuvre qui est The Best Years of Our Lives, 1946, Les plus beaux jours de notre vie, en français, de William Wyler, ou avec d'autres films qui nous intéressent aujourd'hui. Des films qui avaient peu de recul et qui plongeaient dans leur actualité immédiate, avec un caractère d'urgence mixé à un véritable respect des divers sujets traités, tous logiquement dus, sociologiquement parlant. La séquence sur laquelle nous allons nous plonger est un moment important dans le récit. Après s'être rappelé que sa mère peut être potentiellement en vie quelque part, le jeune Karel décide de s'enfuir de la maison où il était entretenu et aidé par Ralph pour aller chercher cette dernière en recomposant un parcours entre instinct et mémoire. Ralph parvient à le retrouver dans un paysage naturel, à l'extérieur de la ville, et décide de révéler au jeune enfant l'information terrible qu'on lui a fournie il y a quelques jours de cela. La mère de Karel est décédée. Dès lors, il tente de convaincre l'enfant de venir avec lui aux États-Unis pour trouver des institutions qui pourront s'occuper de lui. Nous voyons un plan d'ensemble d'un petit sentier de campagne où l'on visionne un véhicule militaire se rapprocher du cadre jusqu'à ce que l'on voit les deux personnages, Ralph et son collègue Jerry Fisher. Lorsque la voiture stoppe, nous voyons les deux personnages en plan rapproché poitrine du 3/4 profil. Ils argumentent un petit peu, mais le cadre anticipe leur future direction avec le chemin qui profile tel une ligne de perspective. Lorsque la coupe intervient, on sent que Zinman voulait créer un quasi-raccord dans le mouvement. La voiture arrive vers le centre du cadre, coupe, on voit un plan d'ensemble de Karel s'avançant vers le centre du cadre. Avec cette coupe, on relie un même point dans l'espace. En faisant cela, on peut légitimement penser que Ralph va dans la bonne direction et qu'il retrouvera l'enfant. Le plan d'ensemble sur le petit Karel est donc, pour des raisons artistiques et narratives, composé de manière précise. La solitude de cet enfant au désespoir grandissant, car il ne parvient pas à retrouver sa mère, contraste avec ce cadre bucolique. Cerné ou encadré par des bouleaux, ces arbres qui se présentent tout autour de lui, enveloppant ce moment de solitude dans un lieu paisible, idée qui va se prolonger par la suite.
Dans les séquences précédentes, Karel, à partir du moment où elle a réussi à s'échapper de l'UNRRA, son errance, que ce soit dans l'instinct de survie de l'enfant ou l'instinct de rechercher sa mère, se retrouvait dans les ruines de la ville, de jour comme de nuit. Cette fois-ci, c'est dans un cadre paisible et campagnard, silencieux et reposant. Quel que soit ce qui l'entoure, la solitude et le désespoir de cette jeune victime de guerre ne guérit pas, comme si c'est quelque chose qui le poursuivra, tant qu'il n'aura pas une famille à ses côtés. Plan sur la Jeep qui arrive devant l'objectif, Jerry aperçoit l'enfant, il s'arrête. Nous avions vu que le point central entre le véhicule et l'enfant était dit par le montage. On insiste sur l'idée que la voiture trouve cet enfant. Il stoppe, coupe sur le plan d'ensemble plus élargi de l'enfant seul au centre du cadre, toujours cerné par les arbres, tels des piliers. Ralph descend de la Jeep et décide d'aller parler seul avec l'enfant en insistant sur le fait d'être délicat avec lui. Ce personnage est une miniature de l'organisme officiel qu'il représente, dans sa définition même. Quand il trouve cet enfant, victime de guerre, il décide de le reconstruire en allant vers lui. La solitude littéralement imagée du jeune Karel, que l'on a vu dans les plans précédents, est brisée par l'intrusion dans ce cadre de Ralph. Ce dernier se place devant un des arbres, symbolisant ainsi que c'est lui qui devient en cet instant le seul pilier sur lequel Karel puisse compter. L'enfant, l'apercevant, commence tout doucement à s'enfuir, à s'éloigner, mais hésite de suite. Il stoppe son élan et, contemplant ce pilier devenu par défaut la seule source un tant soit peu parentale, il court dans ses bras. Nous reviendrons sur cet instant d'hésitation un peu plus tard dans la dernière partie de la vidéo. Ce long plan approché taille profil entre Ralph et l'enfant dans les bras l'un de l'autre est significatif car il est un commencement. C'est la première fois qu'il y a un geste d'amour parental et filial entre les personnages, et surtout, c'est la première fois de tout le film que Karel pleure. Tout le long, ce dernier exprimait bien entendu tristesse, terreur, traumatisme, méfiance, incompréhension, curiosité dans son visage inoubliable et son langage corporel. Ici, il pleure enfin. Il lâche les sanglots. Il libère sa frustration et sa tristesse, enfin, pourrait-on se permettre de penser. Car Karel, dans sa recherche soudaine de sa mère, s'est rappelé qu'elle pouvait éventuellement exister. Il s'est remis à sa place d'enfant. Un enfant doit pleurer lorsqu'il souffre et qu'il est triste. C'est de la normalité. Ce retour à une forme de naturalité par les pleurs est une étape franchie pour retrouver une parcelle de son identité. Une forme de naturalité, donc, qui commence à se retrouver dans ce cadre bucolique, presque paradisiaque, qui se prolonge tranquillement lorsque Ralph décide de marcher avec Karel. Fondé en chaîne elliptique, les deux personnages marchent calmement. Ralph, profondément humain, malgré son manque d'expérience avec les enfants, commence la discussion avec un humour altruiste. « Tu n'as pas de mouchoir ? Ne jamais s'enfuir sans mouchoir, c'est la règle. » Non mais regardez-moi cette bouille de Karel, on a vraiment envie de le consoler et de le protéger. Durant ce travelling qui accompagne la marche de ces personnages, Ralph demande à l'enfant s'il est prêt à avoir une vraie conversation, ce que le petit accepte. Cette conversation sera le cœur de cette séquence. Donc, lorsque Ralph demande cela à Karel, les personnages sont en arrêt et logiquement la caméra aussi. Lorsque l'enfant accepte de parler, la caméra ne se déplace plus en travelling, mais en panoramique, qui amène tout doucement vers le prochain endroit où aura lieu la conversation. Avant cela, revenons sur la portée de ce petit dialogue. « Veux-tu qu'on parle ?» ?»« Oui, répond l'enfant. Nous sommes dans un moment charnière, car The Search, dans sa première partie, raconte les efforts de Ralph pour faire parler l'enfant mutique depuis le début du film. Il y montre le combat et la patience pour arriver à ce résultat. Par conséquent, quand on arrive à ce moment précis, l'enfant qui accepte de discuter dès qu'on lui demande arrive à un des instants les plus émouvants et importants du film. Ceci est un bel exemple de l'art de la narration par Dillman, le réalisateur. Cette conversation va se faire au bord d'une rive. Le petit garçon était au milieu d'arbres, Ralph et lui marchaient dans un petit sentier de campagne. Là, c'est la rivière dans toute sa beauté et ses nombreuses incarnations qui va devenir le lieu choisi pour ce moment important. Ralph demande pourquoi il s'est enfui. Le jeune Karel répond qu'il voulait retrouver l'endroit où il y a les grillages, barrière qui évoque pour lui les camps, car la dernière fois qu'il a vu sa mère, c'était derrière les grillages. Il définit les camps de concentration par ces grillages. Ralph comprend que l'enfant se souvient, a des images de l'endroit où il a subi ce terrible emprisonnement. Mais celui-ci ne peut pas, et n'arrive plus à être précis. Puis arrive ce moment. Ralph et Karel, quand ils sont ensemble dans le plan, une fois tous les deux assis, sont filmés dans cet axe de prise de vue. Ralph lui dit que ce n'est pas grave si le jeune enfant n'arrive plus à se souvenir exactement de l'endroit recherché,
car de toute manière, il va l'emmener avec lui aux États-Unis afin qu'il soit pris en charge là-bas. Coupe sur l'enfant en gros plan qui explique concrètement son objectif. Je ne veux pas aller en Amérique, je veux retrouver ma mère. À partir de là, Zinman change l'axe pour ce qui demeure à mes yeux le plus beau plan de la séquence, et probablement du film. Nous voyons à gauche Ralph, assis, embêté par cette réponse. Le jeune enfant est à droite, de dos. Sur ce plan, Zinman dessine qu'on ne verrait pas son visage. Derrière eux, cette rivière qui coule indéfiniment, on voit le courant aller naturellement vers une direction. Devant la quasi-immobilité des personnages, le sens du courant de l'eau y donne un mouvement à l'intérieur du cadre particulier. On a fourni au jeune ingénieur, plus tôt dans le film, l'information que la mère de Carel est morte. Jusqu'à présent, il n'avait pas trouvé l'occasion de lui dire « Le moment arrive », délicat et direct en même temps. L'histoire, jusqu'ici, donnait de l'importance à ce que l'enfant communique, parle. Son visage était pourtant filmé sur toutes les coutures. Ce regard triste, sa bouille injustement traumatisée, ses yeux pleins d'interrogations lorsque Ralph tentait de lui apprendre les choses. L'importance de voir ce personnage parler était déterminante pour la reconstruction du Zinman. Et bien, dans ce plan, Zinman décide de ne filmer que les réactions dos au personnage. Nous voyons Ralph, nous entendons Carel, mais tout le choc, la désillusion, la tristesse incommensurable qu'il ressent, nous le saisissons par le langage corporel. Sa tête se tourne lentement vers la droite. Le coup de massue est arrivé. Moment délicat, filmé avec une grande délicatesse, voire même une grande pudeur. Lorsque nous voyons enfin le gros plan de l'enfant, c'est quand il commence à se convaincre que sa vie a un autre objectif. Ralph est soulagé en même temps que désolé de cette révélation qu'il vient de donner à cet enfant qui n'a connu que des pertes en quelques mois. Son père et sa grande sœur, ce petit Français qui le protégeait, avec qui il s'est enfui, et maintenant sa mère. Les deux se lèvent tout doucement. Le jeune Carel décide de partir avec lui, vu qu'il n'a plus d'objectif valable, avec toujours cette rivière paisible qui coule derrière. Fred Zinman était un cinéaste instruit. Il savait jouer sur les nombreuses incarnations, c'est un élément aquatique. Ce qui me paraît particulièrement remarquable dans cette séquence, c'est que la rivière n'est pas simplement un joli décor naturel opposé aux ruines que l'on voyait principalement jusqu'alors. Elle constitue l'un des motifs les plus importants de tout le film. On peut lui associer précisément les idées d'oubli, l'effacement de l'identité de frontières entre vieux. La séquence devient donc une sorte de battement entre mémoire et effacement. Dans le film, la rivière était déjà associée au destin de Carel. Lors de sa fuite initiale, Carel et Raoul, le petit Français, ont tenté de traverser une rivière. Raoul se noie et Carel est considéré comme disparu. La mère de Carel elle-même est ensuite confrontée à cette rivière comme à la preuve de la disparition de son fils. Cet élément aquatique a une fonction narrative autant que symbolique. Elle emporte la mémoire. Cela renvoie même, si vous acceptez qu'on aille plus loin, à la mythologie grecque. La rivière Léthé semble se poser comme une référence appropriée. C'était une des nombreuses rivières des enfers, la rivière de l'oubli, de l'effacement. Lorsqu'il s'est enfui de la maison militaire de Ralph, Carel, qui est tchèque, rappelons-le, tentait de comprendre le mot « mother » qu'il avait entendu. La recherche de ce mot et sa signification a frappé soudainement l'enfant pour qu'il puisse chercher instinctivement sa propre mère. Pour lui, elle est vivante. Lors de la conversation avec Ralph, devant cette rivière, l'image de sa mère vivante s'efface. Ce n'est pas que cela qui disparaît dans les affres du coin d'air, lui. C'est son identité originale. Comme Ralph ne connaît pas le prénom de Carel, il a décidé de l'appeler Jim. Il lui a appris la langue anglaise alors que sa langue originale est le tchèque. Sa mère était le seul point d'accroche pour trouver sa source identitaire. Avec cette révélation, son seul point d'ancrage avec ses racines s'efface. C'est alors qu'il prend la décision d'aller aux États-Unis, de se réapproprier une autre culture, un autre nom, une autre vie, une nouvelle identité, par la force du destin. Mais nous, spectateurs, savons quelque chose que Carel et Ralph ignorent. La mère est vivante. C'est ce que l'on appelle une situation d'ironie dramatique. Et elle est fondamentale. Le spectateur se trouve donc dans une position de supériorité tragique. Carel apprend que sa mère est morte. Ralph savait qu'elle était morte. Madame Malik croit Carel vivant. On lui a dit qu'il était mort. Et nous savons que les deux sont vivants. Tout le film repose désormais sur une information que les personnages ne possèdent pas encore. Ce qui est extraordinaire, c'est que la mort de Madame Malik est fausse, mais émotionnellement réelle.
Pour Karel, elle est désormais morte, donc pendant quelques instants, le film fait exister une mère vivante comme une mère morte. C'est une sorte de mort narrative, et cette mort est créée par la parole. Aucun cadavre, aucune image de camp, aucun flashback, mais une rivière qui coule. Cependant, en sachant cela, le choix du cadre bucolique prend également une autre signification. Ce n'est pas qu'un contraste entre les ruines urbaines et cette nature miraculeusement paisible et préservée des affres de la guerre. C'est aussi la visualisation subtile d'un espoir existant que seul le savoir du spectateur peut justifier. Nous, spectateurs, devenons le détenteur de la mémoire. Avant de conclure cette analyse, je voudrais revenir sur un geste concret qui est apparu. Lorsque Ralph entre dans le cadre qui représentait la triste solitude de Karel, on voyait le jeune enfant commencer à s'éloigner de lui, puis hésiter, s'arrêter et revenir en arrière pour tomber dans les bras de Ralph. Une décision de partir, une hésitation, une décision de revenir. Ce geste trajectoire est le symbole de la destinée et du choix idéal. Il apparaît la première fois lorsque les deux protagonistes se rencontrent. Karel, affamé, seul, se cache pour ne pas se faire voir de Ralph, mangeant et buvant dans cette jeep. Puis il décide d'avancer vers lui pour aller manger. La séquence où Jim est accueilli pour se faire soigner dans la maison militaire, pour montrer que le jeune enfant n'est pas un prisonnier et ne doit pas avoir peur de leur uniforme, il lui fait comprendre que les portes ne seront pas fermées. L'enfant, pétri de peur, décide de s'enfuir instinctivement, mais s'apercevant que ses adultes ne le poursuivent pas. Cela le fait stopper. Il réfléchit et revient vers eux. À la fin du film, la mère, qui s'était donné la mission d'aider des enfants réfugiés des camps, décide de partir, résignée qu'elle ne trouvera pas son propre enfant, pour finalement revenir sur sa décision qui nous amènera à des retrouvailles tant attendues. Ces mouvements d'aller-retour appartiennent à l'avènement du début de l'espoir à chaque fois, jusqu'au tout dernier plan du film. Et c'est peut-être cela finalement que Fred Zinman cherche, montrer qu'après une catastrophe qui a détruit les traces, les familles et les identités, retrouver quelqu'un revient d'abord à refuser de croire trop vite qu'il est perdu. Et c'est ce que l'on peut percevoir subtilement dans cette séquence, décidément, à part.